Bon, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé la chaleur. On a manifestement, certains se sont manifestement découragés, mais je comprends. Prendre le RERB par cette canicule, c'est pas forcément drôle. Aujourd'hui, j'ai 3 sujets sur le menu. On va finir notre exploration introductive de l'effet Hall quantique fractionnaire. Et ensuite, je voudrais vous parler d'état de bord, de la correspondance entre le matériau massif, bulk en anglais, et le bord, edge. Et puis finalement, on va parler de fonctions de Wannier, d'obstruction topologique pour la localisation des fonctions de Wannier, et ça va naturellement nous amener aux considérations de topologie sur les matériaux moirés, dont je parlerai la prochaine fois, en parlant de la limite chirale du modèle de graphène bicouche. Donc le séminaire d'aujourd'hui est donné par Rebecca Ribeiro-Palao, que je remercie d'avoir accepté cette invitation. Elle va nous parler d'état topologique dans les matériaux de moiré, comme vous voyez ici sur ce slide, donc à 11h30. Je voulais aussi mentionner, pour information, qu'il y a une conférence à la mémoire de Marc-Oliver Gerbig, dont j'ai cité les travaux plusieurs fois dans ce cours, et qui a tragiquement disparu récemment. Il y a donc une conférence à Orsay qui lui est dédiée, et je voulais vous le signaler. Je voulais aussi vous dire que j'ai fait un petit effort en mettant les slides et également les notes de cours sur le site web. Elles sont encore préliminaires, donc utilisez-les à votre propre risque. Je vais évidemment en donner une version plus correcte dans les semaines qui viennent. Donc voilà le menu, continuer sur l'effet Hall quantique fractionnaire, état de bord, correspondance entre bulk et edge, et fonction de Wannier et obstruction topologique. Alors je vous rappelle que la dernière fois, on avait donné un argument pour l'existence de quasi-particules ou de quasi-trous de charge fractionnaire dans l'effet Hall quantique fractionnaire, et cet argument était basé sur la procédure d'insertion de flux à la Laughlin dans une géométrie de Corbino, où on prend un anneau, on fait passer un flux au milieu qui dépend du temps, on augmente progressivement ce flux de 0 à 1 quantum de flux, et on en déduit qu'il doit y avoir une certaine quantité de charge qui est passée à travers un contour donné, et que cette quantité de charge doit être quantifié sous la forme E sur M pour un état d'effet Hall quantique fractionnaire à remplissage 1 sur M. Donc ça, c'est un très joli argument qualitatif. Je voudrais faire 2 choses maintenant. Je voudrais continuer un petit peu sur ces excitations de charge fractionnaire. On avait vu leur mise en évidence expérimentale par expérience de shot noise. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est essayer de vous convaincre que ces excitations ont également une charge fractionnaire, une statistique fractionnaire. Cette statistique fractionnaire a été mise en évidence expérimentalement récemment par 2 groupes de manière indépendante, et ça sera l'objet du séminaire du 3 juin par Gwendal Fèvre. Donc l'argument qui permet de penser que ces particules ont une statistique fractionnaire, elle consiste à imaginer une expérience de pensée où on crée, disons, une quasi-particule, une autre quasi-particule, et on considère un processus d'échange entre les deux, comme toujours quand on considère la statistique relative de 2 particules. Et je vous rappelle que la fonction d'onde associée, par exemple, à un quasi-trou, à la position état, ça va être produit sur I de ZI moins état fois la fonction d'onde de Laughlin. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond à l'insertion d'un quantum de flux dans le système. Et vous vous souvenez que
si on en ajoutait m, on retrouverait une fonction d'onde qui a exactement la même forme que la fonction d'onde de Laughlin avec une particule de plus. Donc là, on a juste inséré un quantum de flux dans le système. Donc quelle va être la phase relative que cette particule a pris par rapport à celle-ci? L'argument d'Aharonov-Bohm, comme d'habitude, cette phase relative va être donnée par 1 sur h bar fois la charge de la particule, dont on a vu qu'elle était E sur m, fois donc le quantum de flux, puisque cette fonction d'onde correspond à l'insertion d'un quantum de flux. Et ça, c'est la phase, non pas la phase relative d'une particule par rapport à l'autre, mais c'est la phase qui est échangée, qui s'applique aux deux particules ensemble. Donc si on veut regarder la phase d'une particule par rapport à l'autre, il faut multiplier ce résultat par 1,5. Et donc vous voyez que ceci est donc égal à pi sur m. Et vous en concluez que la phase qu'a pris une particule par rapport à l'autre n'est pas exponentielle de 0, c'est-à-dire 1 n'est pas exponentielle de i moins 1 pour des fermions, mais fractionnaire de la forme exponentielle i sur m. Alors ça pourrait vous apparaître choquant, puisque on sait qu'en 3 dimensions, il y a 2 types de particules et de quasi-particules, des fermions et des bosons. Mais dans un monde bidimensionnel, les choses se passent autrement. Et en fait, toute statistique fractionnaire, ce qu'on appelle des anions, est possible. La raison étant que quand on veut regarder le groupe qui interchange les particules entre elles, c'est un groupe qui s'appelle le groupe détresse, et à 2 dimensions. Alors je ne vais pas rentrer dans les mathématiques du groupe détresse, on n'a pas le temps dans ce cours, mais à 2 dimensions, les représentations de ce groupe détresse admettent n'importe quelle statistique fractionnaire de ce type. Et donc les quasi-particules de l'effet quantique fractionnaire ont une statistique fractionnaire. Alors c'est un argument très qualitatif, évidemment. On pourrait pousser cet argument en calculant exactement la phase de Berry correspondant à cet échange. Alors ça, c'est un calcul qui a été fait très tôt dans l'histoire de l'effet quantique fractionnaire par Arovas, Kivelson et coworkers. Je mettrai la référence dans les notes. Ce n'est pas un calcul compliqué. Et qui confirme ce résultat heuristique qui est là. Donc, encore une fois, mise en évidence expérimentale récente, on verra ça lors du cours prochain de la dernière séance avec le séminaire de Gwenda Lefebvre. Alors, muni de cette observation, je voudrais maintenant revenir sur cette expérience de pompage de charge de Laughlin. On l'a vu comment elle fonctionnait dans la géométrie de Corbino, où on crée donc une quasi-particule d'un côté du contour et un quasi-trou de l'autre côté, charge plus E sur M moins E sur M. Mais que se passe-t-il dans la géométrie du tore? Donc, ça va nous amener naturellement à la notion d'ordre topologique. Donc, dans la géométrie du tore, si on pense à cette expérience de pensée, on ne va pas pouvoir séparer le quasi-particule et le quasi-trou. Et il faut penser qu'à la fin du processus, ils vont se recombiner. Autrement dit, qu'à la différence de la géométrie de Corbino, où on est passé, donc je vous rappelle que dans ce processus d'insertion de flux, on passe adiabatiquement d'un hamiltonien sans flux en insérant le flux phi de t à un hamiltonien h de phi 0. Puisque phi 0, c'est un quantum de flux, ceci correspond à l'application d'une transformation de jauge singulière qui a pour phase exactement 2 pi. Donc h de phi 0 et h de 0 sont
sont reliés par une transformation unitaire, ils doivent donc avoir le même spectre. C'était ça l'argument. Ça veut dire que la fonction d'onde à laquelle on est arrivé ici doit continuer à être un état propre de la fonction d'onde de H0, mais ce n'est pas forcément la même fonction d'onde. Donc dans la géométrie de Corvino, ce qui se passe, c'est que la fonction d'onde dans laquelle on arrive, si maintenant je demande quelle est cette fonction d'onde par rapport au spectre dans le spectre de H de 0, cette fonction d'onde, c'est l'état fondamental plus une excitation particule-trou, puisqu'on a maintenu la neutralité de charge globale du système. En revanche, dans la géométrie du Thor, il doit se passer quelque chose de différent. Ça ne doit pas être un état excité, puisqu'on a recombiné cette excitation de quasi-particules et cette excitation de trou. Et il faut donc imaginer que sur le Thor, l'hamiltonien de départ a plusieurs états fondamentaux dégénérés. Donc ça, c'est intuitif. Puisqu'on ne doit pas arriver dans un état excité, ça doit être qu'il y a un autre état fondamental dans lequel on est arrivé. Donc comment est-ce qu'on peut voir ça de manière un petit peu plus explicite? De nouveau, on peut proposer un argument qualitatif, heuristique, et puis ensuite je vais vous en donner un petit peu plus précis. Donc l'argument heuristique consiste à dire la chose suivante. Supposons qu'avant de recombiner, donc j'ai créé cette excitation de quasi-particules et cette excitation de quasi-trou, supposons qu'avant de les recombiner, j'en fixe une et j'opère sur l'autre une série de transformations qui va être de faire à l'autre une opération Tx selon un des cycles du Thor, une opération TY selon l'autre cycle, et puis ensuite j'inverse le processus pour revenir à mon point de départ. Donc si je déroule mon Thor sous la forme d'un rectangle, donc un Thor, je peux le considérer comme un rectangle sur lequel j'ai identifié ce côté avec ce côté et ce côté avec ce côté. Si je considère cette série de transformations, donc cette série de transformations, ça va être Tx, j'appelle Tx, X et Y les deux cycles du Thor. Donc il y a ce cycle-là, disons X, et puis ce cycle-là, Y. Donc cette série de transformations, ça va être Tx suivi de Ty, suivi de Tx-1, suivi de Ty-1. Sur le Thor déroulé ici, ça veut simplement dire que j'ai fait suivre à mon autre particule un trajet qui est, par exemple, je pars d'ici, j'ai fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Hein, ça c'est Tx, Tx-1, Ty, Ty-1. Donc vous voyez, c'est exactement la séquence qui est ici. Donc, ces deux particules ont une statistique d'échange fractionnaire. La phase que doit avoir pris cette particule par rapport à l'autre, ça va être exponentielle de 2 pi sur m. Et donc, ça veut dire que mes translations, ici, doivent obéir à l'algèbre suivante, Tx, Ty égale exponentielle de i de pi sur m, Ty, Tx. Alors vous voyez immédiatement que cette algèbre de translation, elle ne peut pas être réalisée s'il y a un seul état fondamental. En revanche, si on imagine qu'il y a m états fondamentaux dégénérés pour l'état de Laughlin à nu égale 1 sur m, donc supposons qu'il y ait m états fondamentaux dégénérés, que je vais appeler n.
avec n de 0 à m-1, vous voyez qu'il est facile de réaliser cette algèbre avec Tx agissant sur n égale oméga puissance n, où oméga est la racine m de l'unité, et Ty n égale n plus 1. Donc il y a un des opérateurs qui me fait changer l'état fondamental et l'autre qui change l'état fondamental considéré par une phase qui est exponentielle I de pi sur m, etc. Si bien que finalement, pour revenir à l'état fondamental de départ, il ne faut pas insérer un quantum de flux, mais il faut insérer m quanta de flux. D'accord ? Donc il y a ce fait remarquable que si je regarde l'état fondamental, bon, c'est un argument heuristique, on va voir un argument un petit peu plus précis dans un instant. Si je regarde l'état fondamental de l'effet quantique fractionnaire sur une surface donnée, la dégénérescence de cet état fondamental dépend du genre de la surface. On peut généraliser cet argument. Sur la sphère, qui est une surface de genre 0, il y a un seul état fondamental. Sur le tore, il y a pour m égale 3, il y a 3 états fondamentaux. Donc ça, c'est ce qui s'appelle l'ordre topologique, qui est une terminologie qui a en particulier été introduite par Xiaogong Wen et qui s'est imposée dans le domaine. C'est le fait que on peut caractériser l'état du système par le fait que le nombre d'états fondamentaux dépend du genre de la surface sur laquelle on le regarde et que c'est une caractérisation topologique des états du système, des phases de la matière. Alors, on peut donner un argument un petit peu plus précis. On peut donner un argument un tout petit peu plus précis à ce raisonnement heuristique en considérant ce qui s'appelle quelquefois la limite du tore fin. Donc supposons que maintenant je regarde un tore, toujours, mais que ce tore est très fin. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à dessiner ça, probablement pas. Bref. Un tore extrêmement fin, de sorte que si je regarde les orbites de Landau dans la jauge de Landau, ça va être des états qui vont être caractérisés par un degré de liberté qui est la position du centre des orbites selon la direction x, et puis qui vont être très 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 localisés selon la direction y. Donc dans cette limite de tore fin, on a donc Ly, disons, beaucoup beaucoup plus petit que Lx. Dans la géométrie rectangulaire, ça serait quelque chose comme ça, d'accord ? Je peux numéroter les orbites de Landau par la position des centres guides. On avait vu ça rapidement dans les niveaux de Landau dans la jauge de Landau. Et vous vous souvenez qu'ils étaient donnés par un moment, k, donc ça j'utilise la variance par translation selon x, fois Lx, ils sont quantifiés par Lx sur le nombre de quantums de flux dans le système, avec k qui va de 0 à n-1. Et ils sont très localisés dans la direction y. Donc, un état donné, on est maintenant un état à n corps, je peux le représenter par la donnée des occupations de ces orbites de Landau. Comme je les occupe par des électrons, nk peut valoir seulement 0 ou 1. Donc un état de Fock, nk, où somme sur k de nk va être donné par le nombre total d'électrons. Et on peut montrer que dans cette limite, les interactions de Coulomb sont dominées par les premiers pseudo-potentiels de Holden, et que, essentiellement, ce qui se passe,
c'est que les deux premiers pseudopotentiels de Holden interdisent l'occupation. Donc maintenant, si je considère ces nk comme remplir des cases, qu'on a des cases à remplir, ça serait k égale, j'ai commencé à 0, je crois, 0, 1, etc. Donc les pseudopotentiels, l'interaction de Coulomb, mais qu'on peut limiter au premier pseudopotentiel de Holden, interdisent l'occupation par un électron de deux cases proches de celle-ci. Donc il y a un principe d'exclusion qui est que maintenant, seulement les configurations de ce type sont admissibles. Donc vous voyez, pour m égale 3, le dessin que je fais ici, c'est pour m égale 3. Donc l'état 1 tiers. Vous pouvez généraliser à m quelconque. Donc vous voyez qu'on peut construire trois états fondamentaux. Celui-là, ça serait l'état 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, etc. On peut décaler tous ces nombres d'occupation de 1 pour construire l'état 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Et puis l'état 0, 0, 1, 0, 0, 1, etc. Et puis ensuite, si je shift encore d'un cran, je vais revenir à l'état précédent. Donc, dans cette limite de Torfin, on comprend la dégénérescence des états fondamentaux, là je l'ai fait pour m égale 3, qui est caractéristique du système sur le tore. Et effectivement, si on fait une diagonalisation exacte du système, donc je vais vous montrer ici, je ne sais pas si j'avais déjà montré ce slide la dernière fois, c'est une diagonalisation exacte avec en l'occurrence 8 électrons, et les premiers pseudopotentiels de Holden. C'est un calcul qui m'a été gentiment fourni par Nicolas Regnault, notre orateur de la dernière fois. Et donc vous voyez une diagonalisation sur la sphère, où les états sont ici indexés par le moment angulaire. Et puis, donc ici, il y a un état fondamental unique. On a vu que pour l'interaction tronquée, dans lesquels on tronquait au premier pseudopotentiel de Holden, l'état de Laughlin était un état strictement d'énergie nulle, puisque l'hamiltonien à ce moment-là s'exprime comme une somme de projecteurs. Donc on trouve cet état fondamental exactement à 0, alors que ici, pour la diagonalisation sur le tore, il y a trois états fondamentaux. Alors ici, en fait, vous voyez que si maintenant je regarde les états excités, il y a toute une tour d'états excités. La manière de représenter les états ici, ça a été de les projeter sur un seul nombre quantique, mais il en faut deux en fait pour caractériser complètement les états, c'est pour ça qu'il y a toute une tour d'états là. Et puis, ce qu'on voit également, c'est qu'il y a un premier état excité ici, qu'on retrouve également ici, qui est un état neutre, puisque ce calcul a été fait à un nombre de particules donné. Donc l'état qui est là ne peut pas être une excitation de quasi-particules. Ça doit être un état qui préserve le nombre de particules dans le système. Donc ça veut dire qu'il y a une autre excitation dont on n'a pas encore parlé, qui s'appelle le magnétoroton, dont je vais vous parler maintenant, qui apparaît dans ce calcul de manière claire. Alors, on peut aller vers des choses de plus en plus précises. Là, j'ai fait un argument heuristique. Là, j'ai considéré avec les mains la limite du Torfin. Mais en fait, on peut complètement caractériser les fonctions d'onde de Holden sur une géométrie de Tor. Il y a des très beaux articles les fonctions de Laughlin sur une géométrie de Tor. Il y a des très beaux articles de Holden et Rezaï sur le sujet. Je ne vais pas vous bombarder avec des formules mathématiques trop complexes, mais il y a une très belle algèbre des fonctions θ de Jacobi, qui sont des fonctions doublement périodiques sur le Tor, qui permettent de construire ces états de Holden. Et là, je n'ai pas résisté au plaisir de vous les indiquer sur un seul slide.
vous voyez ici que la fonction de Holden sur le tor, ce n'est pas la peine de regarder les expressions très en détail, je vais juste essayer de les décrire rapidement. Elle consiste en 3 parties. Bon, il y a le facteur exponentiel habituel, et puis ici, ça c'est la généralisation du produit sur I de ZI-ZJ, donc qui fait intervenir les coordonnées relatives des particules. La fonction qui est ici est une certaine fonction θ qui est définie là, qui est doublement périodique sur le tor. Avec ici le paramètre tau qui est un paramètre, ça j'ai oublié de le noter, le paramètre tau c'est un paramètre de rapport d'aspect du tor essentiellement, c'est L1 sur L2 ou L1 sur IL2, quelque chose comme Lx sur ILY, qui conduit à des propriétés d'invariance modulaire intéressantes. Donc ça c'est la partie, c'est juste la généralisation du terme de Holden, mais le point important c'est qu'il y a maintenant ici un terme qui fait intervenir le centre de masse, donc non plus les différences des coordonnées, mais la somme de toutes les coordonnées des particules. Et quand vous regardez la partie de la fonction d'onde qui est liée au centre de masse, vous voyez qu'elle fait intervenir un paramètre, qu'il y en a 3 en fait, qui sont paramétrisés, 3 pour m égale 3, et sinon m pour nu égale 1 sur m, qui sont paramétrisés par ce alpha ici. Et quand vous changez alpha de 0 jusqu'à m-1, cette fonction prend une valeur différente, mais quand vous revenez à m, les propriétés de cette fonction θ ici vous font revenir au même état de départ. Donc ça, c'est une expression explicite des 3 fonctions d'onde de Löflin sur, enfin des 3 ou des m fonctions d'onde de Löflin sur le tor pour nu égale 1 sur m. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que avec des arguments souvent heuristiques, on a vu qu'il y avait des excitations de quasi-particules et de quasi-trous qui avaient une charge fractionnaire, on a vu leur mise en évidence expérimentale, on a vu qu'elles avaient une statistique fractionnaire, que ce sont des anions, et que l'évidence expérimentale, on en parlera la prochaine fois, et qu'il y a cette notion d'ordre topologique, où un Hamiltonien a un nombre quantifié d'états fondamentaux dégénérés qui dépend du genre de la surface sur laquelle on regarde le problème. Alors, comme je l'ai signalé à l'instant, les excitations de quasi-particules et de quasi-trous ne sont pas les seules excitations du système. Il y a également une excitation neutre qu'on appelle le magnétoroton, un peu par analogie avec l'hélium 4, et c'est ce que je voudrais vous décrire maintenant. Donc ça, c'est une annonce pour le séminaire de la fois prochaine. Il y a deux groupes qui ont récemment détecté les statistiques fractionnaires, un groupe à Paris et un groupe à l'Institut Weizmann. Et ça leur a valu le prix Buckley en 2026, qui est une grande distinction. Donc maintenant, je vais vous parler de ces excitations neutres. Alors, ça, c'est l'article historique qui a mis en évidence d'une manière théorique ces excitations neutres, qui est un article de Girvin, McDonald et Platzmann, qui a été suivi peu après par la mise en évidence expérimentale. Et l'idée, pour révéler théoriquement l'existence de cette excitation neutre, est une idée très similaire à celle que Feynman avait poursuivie pour l'hélium 4, pour l'excitation dite de Roton dans l'hélium 4. Elle consiste tout simplement à recommencer une procédure variationnelle, mais cette fois en considérant une fonction d'onde variationnelle qui a une impulsion k finie, donc, qui se trouve donc pour k différent de 0 dans un sous-espace orthogonal à l'état fondamental. Alors ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent dans les méthodes variationnelles. Les méthodes variationnelles servent principalement à trouver l'état fondamental du système, mais on peut aussi trouver le premier état excité du système si on impose que la fonction variationnelle qu'on va considérer est orthogonale à l'état fondamental avec certains nombres quantiques précis. Et à ce moment-là, on va, de manière variationnelle, trouver l'état le plus bas dans la tour d'état correspondant à ces nombres quantiques-là. Donc les méthodes variationnelles permettent d'accéder non pas à tous les états excités, puisqu'on ne va pas trouver ceux qui ont les mêmes nombres quantiques mais qui ont une énergie plus élevée, mais à l'état le plus bas dans chaque tour d'état caractérisé par un ensemble de nombres quantiques donnés. Donc ici, on fait ça avec l'impulsion, et on considère une fonction variationnelle très simple, qui est celle-ci. Alors, c'est exactement la procédure qu'avait suivi Feynman dans l'étude de l'hélium 4, à une différence importante près, c'est que dans l'étude de l'hélium 4,
En plus de ce type de structure de la fonction d'onde, il y a une notion de backflow, alors je ne sais pas vraiment comment on traduit ça en français, disons de correction des orbitales de champ moyen, qui consiste à imaginer que les orbitales, donc vous vous souvenez qu'on pouvait voir cette fonction d'onde de Löflin en la construisant à partir du déterminant de Slater et puis en appliquant une fonction de Jastrow au déterminant de Slater correspond à l'état nu égale 1. Et j'avais fait cette remarque que cette fonction d'onde, qui est une sorte de fonction d'onde de champ moyen, le déterminant de Slater de ces orbitales, ne contenait pas de correction de backflow, c'est-à-dire que quand on fait du Monte-Carlo variationnel, on généralise souvent la fonction d'onde de champ moyen en imaginant que chacune des orbitales qui entrent dans le déterminant de Slater peut dépendre des coordonnées des autres particules. Donc physiquement, c'est justifié par le fait que quand on bouge une particule, les autres particules autour bougent aussi. Et Feynman avait montré en particulier que si on ne faisait pas ça, on violait certaines lois de conservation. Alors il se trouve qu'en fait, dans le problème des niveaux de Landau en présence d'un champ magnétique, ces lois de conservation sont respectées par la fonction d'onde, par ce déterminant de Slater, et on n'a pas besoin d'imposer ces corrections de backflow. Et d'ailleurs, dans la fonction d'onde de Löflin, il n'y a pas de correction de backflow. On prend un Jastrow sur le déterminant de Slater des orbitales de Landau, sans correction de backflow. Donc c'est d'une certaine manière beaucoup plus simple que l'hélium 4. Cette propriété, entre parenthèses, on peut aussi la voir simplement par le fait que la bande est complètement plate, il n'y a pas d'énergie cinétique, et en fait le backflow est surtout essentiel pour l'énergie cinétique. Donc, pour ceux qui s'intéressent aux matériaux moirés et aux bandes plates dans les matériaux de moiré, ce n'est pas une propriété qui va se généraliser directement aux matériaux moirés, où on a une bande qui est plate, mais qui est en général pas exactement plate, sauf dans certaines limites de bande idéale dont on parlera la prochaine fois, par exemple la limite chirale de TBLG. Mais de manière générique, quand on a une bande plate, mais pas idéale, et qu'on cherche des fonctions d'onde variationnelles pour les matériaux moirés, il va falloir introduire des corrections de backflow, et ça c'est tout un domaine de recherche dont j'ai un peu parlé il y a 3 ans, qui est la construction de fonctions d'onde ayant une structure de réseau de neurones qui paramétrise ce backflow, par exemple. Je pense qu'on y reviendra dans un cours dans une année ultérieure. Voilà, donc parenthèse, pour ceux qui aiment les Monte-Carlo variationnels, pas de backflow dans ce cas-là. Et ce calcul permet de révéler ces excitations neutres. Donc ça, c'est la dispersion de ces excitations neutres pour 3 facteurs de remplissage, un tiers, un cinquième et un septième, en fonction de K normalisé à la longueur magnétique racine de h bar sur EB. Et vous voyez que, comme dans l'hélium 4, cette dispersion possède un minimum, qu'on appelle, pour des raisons essentiellement historiques, minimum de Roton, qui en fait, de manière physique, correspond à un indice que le système peut avoir envie de se cristalliser à une certaine longueur d'onde. Et effectivement, ici, les flèches indiquent le vecteur d'onde de réseau réciproque du cristal de Wigner correspondant à cette fraction particulière. Donc vous voyez qu'il n'est pas exactement égal au minimum de Roton, mais il est proche du minimum de Roton. Si la transition de Wigner était du second ordre, on pourrait considérer qu'elle survient quand ce minimum de Roton tombe à 0, quand le mode de Roton devient mou. Voilà. C'est une idée que Nozière avait beaucoup discutée dans ses cours. Donc clairement, ce minimum de Roton a quelque chose à voir avec la possibilité d'une cristallisation de Wigner. Donc c'est ça qu'on voit dans les diagonalisations exactes dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est ce magnétoroton ici, sur la sphère et sur le tore. Encore une fois, quand je l'ai montré sur le tore, enfin, quand ce graphe sur le tore, il y a toute une tour d'état parce qu'on a regardé un seul nombre quantique. On peut dérouler ce graphe-là avec les 2 nombres quantiques. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a été fourni par Nicolas. Et vous voyez ici chacune des tours d'état correspondant à chacun des magnétorotons au-dessus de l'état fondamental dans chacun des 3 secteurs topologiques du problème. Alors, ce mode neutre, il a été observé expérimentalement assez rapidement après la proposition théorique.
dans un article du groupe de Ping-Shuk, qui était à l'époque à Bell Labs, puis à Columbia. La détection de ce mode de Roton a d'abord été effectuée par spectroscopie Raman, donc photon in, photon out. Et voilà le signal expérimental qui montre le pic Raman correspondant au mode de Roton. Cette expérience est une expérience qui est résolue en énergie, mais qui ne permet pas de suivre toute la dispersion au moment du mode de Roton. Ça, c'est quelque chose qui est venu plus tard. Voilà, par exemple, un article très récent, enfin, pas très récent, mais relativement récent, du groupe de Klaus von Klitzig, qui suit la dispersion au moment du mode de Roton par des techniques de diffusion d'ondes acoustiques de surface. Et vous voyez que pour des fractions plus complexes, il y a d'ailleurs plusieurs minimums de Roton dans ce magnétoroton. Alors maintenant, je vais vous montrer un slide sur quelque chose que je ne comprends pas vraiment, mais qui peut exciter votre curiosité, qui est qu'en fait, récemment, il y a eu des analogies proposées entre ces modes de Roton et les gravitons en physique de la gravitation. Et ça, c'est quelque chose qui se produit quand les modes qu'on considère peuvent également exciter la métrique. Donc on avait parlé de la métrique quantique, qui est la partie réelle du tenseur de géométrie quantique qu'on a introduit, je ne sais plus, au cours 2. Donc quand cette métrique commence à être excitée, ces modes de magnétorotons peuvent être considérés comme analogues, disons, aux gravitons. Et de manière amusante, j'ai remarqué qu'il y a cet après-midi au Collège de France un séminaire sur ce sujet. Dans le cadre du cours de Marc Hainaut sur la gravitation, Andrea Campoleoni va donner un séminaire qui porte exactement sur ce sujet. Donc pour ceux et celles que ça intéresse, vous pouvez venir écouter les gravitons dans les fioles quantiques. Voilà, ça c'est un article récent de Corylline et al., avec également Aaron Ping-Shuk avant sa disparition récente, où ce mode de graviton chiral a été étudié par diffusion de la lumière à l'Université Columbia. Bon, je crois que je vais arrêter là le tour d'horizon introductif de l'effet quantique fractionnaire. Et maintenant, je voudrais passer à un autre chapitre, mais qui est directement relié, qui est la correspondance entre ce qui se passe dans le bulk et ce qui se passe sur les bords, et l'existence d'états de bord. Alors, je ne vais pas... Donc ça, c'est une notion extrêmement importante de la topologie en physique de la matière condensée, et je ne vais pas faire ça dans le contexte de l'effet Hall d'abord. Je vais revenir essentiellement au modèle de Haldane pour explicitement montrer l'existence d'états de bord dans un tel système. Alors, vous vous souvenez qu'on avait regardé, au cours 3, si mes souvenirs sont bons, on avait regardé deux versions du modèle de Haldane. Une version sur réseau hexagonal, Honeycomb, donc disons le modèle de Haldane canal historique, et puis on avait regardé une version un peu plus simple à analyser sur réseau carré. Et dans ces deux systèmes, on avait des points de Dirac. À ces points de Dirac, on ouvrait un gap. Et la condition pour une topologie non triviale, c'était que le produit des masses à ces deux points de Dirac était négatif. Donc maintenant, on va considérer que, par exemple, dans le cas du modèle de Haldane, dans lequel on rajouterait une masse alternée, ou un champ cristallin entre les sites A et les sites B, ou une masse de Semenov, comme on l'avait appelé la dernière fois. Les deux masses dont je parle, c'est M plus ou moins
3 racine de 3 T2 sinus phi. Donc on peut appeler ça M plus moins si vous voulez. Et la condition, c'était que M plus M moins soit négatif. Donc ces deux masses aient un signe opposé. Alors maintenant, je vais considérer une interface entre un état isolant topologique et un état isolant trivial. Donc on va considérer une interface qu'on va localiser sur, disons, y égale 0. Et on va considérer une situation où ici, j'ai un isolant topologique. Disons par exemple un isolant topologique avec un nombre de Chern non nul à la Holden. Et puis ici, un isolant trivial. Et le but du jeu est de montrer que, dans une situation comme ça, il y a un mode d'énergie nulle délocalisé à l'interface. Alors pour ça, donc on peut considérer que l'isolant topologique, c'est un isolant où, ici, si je regarde la masse en fonction de Y, elle est négative. Ici, si je regarde la masse en fonction de Y, elle est positive. Donc M de Y change de signe quand on traverse l'interface. Et on va regarder la théorie de basse énergie qu'on avait dérivée pour le graphène avec un petit gap. On avait vu que au point K et K', le modèle effectif, c'est une équation de Dirac avec des chiralités opposées à K et à K'. Donc on va prendre cette équation de Dirac en présence d'une masse M de Y, donc la masse M, elle s'applique à la matrice de Pauli sigma Z. Et puis mon équation de Dirac, moins I sigma X dx, moins I sigma Y dy. Et ici, j'ai un peu simplifié les notations en mettant la vitesse du cône de Dirac, pas à 0, à 1, pardon, ça sera embêtant, pour juste m'éviter de traîner VF tout le temps. Et on va regarder les solutions de cette équation de Dirac. Correspondant à une certaine énergie E. Alors, psi, c'est un spinner à deux composantes, psi1, psi2. Ces matrices de Pauli agissent sur ce spinner, et je peux dérouler cette équation sur les deux composantes. Je vais trouver M de Y psi1 moins I dx psi2 moins dy psi2 égale E psi1, et puis moins M de Y psi2 moins I dx psi1 plus dy psi2 psi1 pardon, égale E psi2. Alors vous voyez que le plus simple, c'est de faire deux combinaisons linéaires de ces deux équations en introduisant psi plus et psi moins qui vont être donnés par 1 sur racine de 2 de psi1 plus ou moins psi2. Et qu'à ce moment-là, ces équations prennent la forme suivante. Moins I dx psi plus dy psi moins plus M de Y psi moins égale E psi plus, et I dx psi moins dy psi plus M de Y psi plus égale E psi moins. Alors évidemment, cette géométrie-là nous garantit la variance par translation selon X. Donc il est naturel de chercher des solutions de cette équation sous la forme du nombre plane selon X, donc quelque chose de la forme exponentielle de IQX, fois des amplitudes U plus et moins de Y. Et si vous insérez cette forme dans cette expression,
vous allez tout de suite trouver qu'effectivement, il y a un mode, il y a des solutions qui ont une dispersion E de Q. Alors maintenant, je vais remettre la vitesse de Fermi qui multiplierait les dérivés ici et que j'ai mis à 1 jusqu'à maintenant. E de Q égale H bar VFQ. Donc en particulier, qui est exactement à énergie nulle pour Q égale 0. Et que si vous insérez cette expression dans cette équation, vous trouvez deux équations très simples pour le mode d'amplitude, dy u- plus m de y u- égale 0, et dy u plus moins m de y u plus égale 0. Et c'est facile de voir que comme on a considéré une situation où m est positif ici et m est négatif ici, la seule solution normalisable, elle impose de choisir u plus égale 0 et u moins égale à une constante près, disons proportionnelle à exponentielle de moins l'intégrale de 0 à y de m de y' dy', ce qui fait qu'au final, notre spinner psi prend la forme suivante. C'est exponentielle IQX, donc l'onde plane selon x, cette solution qu'on vient d'écrire, exponentielle de moins l'intégrale de 0 à y dy' m de y', fois 1 sur racine de 2, 1 moins 1. Alors vous voyez que ici, on a considéré une interface en un isolant de Chern avec, par exemple, C égale 1, et puis un isolant trivial avec C égale 0, et qu'on a trouvé un mode qui se propage dans une certaine direction, donc un mode de bord chiral. Si on avait changé la valeur du nombre de Chern de 1 à moins 1, on trouverait la chiralité opposée du mode de bord. Donc, la solution qu'on a trouvée, elle ressemble à ça. Je crois que j'ai emprunté ce petit plot à cet article de Fruchard et Carpentier que j'avais déjà mentionné, qui vous montre que, donc ça c'est m de y, hein, on a vu que m de y passait d'une valeur négative à une valeur positive, ce qui veut dire que si vous regardez l'amplitude de cette fonction d'onde, elle est localisée sur l'interface à y égale 0, exactement d'énergie nulle pour Q égale 0. Et donc on a un mode d'énergie nulle chiral à l'interface. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut voir explicitement aussi dans une diagonalisation exacte. Donc voilà une diagonalisation exacte du modèle de Haldane sur réseau carré. Alors, la diagonalisation qui a été réalisée là, je vais vous confusionner parce que maintenant il y a deux modes de bord et j'ai expliqué qu'il y en avait un. Donc, je voudrais juste remettre ça bien en place. La diagonalisation qui a été réalisée là, elle est faite dans une tranche d'épaisseur finie. Donc, j'aurai un isolant topologique non trivial ici, qui est séparé par deux interfaces. Donc il y a deux interfaces, d'accord ? Et donc vous voyez que quand on traverse ici, disons que cet isolant a un nombre de Chern 1, celui-là, c'est le vide à un nombre de Chern 0, c'est le vide où c'est un isolant trivial. Et donc vous voyez que ici, le nombre de Chern saute de une unité, ici il passe de 1 à 0, donc il saute de moins 1. Autrement dit, ce à quoi on s'attend, c'est qu'il y ait un mode chiral, alors je ne dessine pas forcément le bon sens, de chiralité opposée sur chacun des bords de ce slab. Et donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Ce qui a été fait ici, c'est de diagonaliser l'hamiltonien mix. Donc on considère un hamiltonien qui utilise le moment selon cette direction
en exploitant l'invariance par translation, mais qui garde l'espace réel dans cette direction, donc un indice de site ou un indice d'espace dans cette direction. Donc c'est un Hamiltonien mixte, de sorte que maintenant, une bande d'énergie apparaît comme toute une série d'états, d'accord, qui sont indexés, qui correspondent à la diagonalisation en J. D'habitude, on représente la bande d'énergie en fonction de Kx et Ky, donc on a un état pour un cas donné. Ici, on a toute une série d'états, d'où ce continuum bleu, qui est juste une autre manière de représenter la bande d'énergie. Mais le point important, c'est que vous voyez ici que dans le cas de l'isolant trivial, où le slab au milieu serait un isolant trivial où T2 égale 0, vous avez juste ces deux états. Et puis quand vous ouvrez le gap avec T2 positif, que vous obtenez une interface, deux interfaces en fait, avec un isolant non trivial, et bien vous avez deux états de bord qui sont exactement à énergie zéro ici. Alors, de manière un petit peu plus profonde, pourquoi est-ce qu'il y a des états de bord? En fait, ces états de bord sont garantis, l'existence des états de bord sont garantis par des théorèmes mathématiques qui relient le nombre d'états à énergie nulle d'un opérateur différentiel à la topologie du bulk. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on appelle le théorème d'Atiyah-Singer ou théorème de l'index, qui dit que si je considère un opérateur, en termes techniques, un opérateur elliptique sur une surface compacte, donc par exemple un opérateur de Dirac sur une surface compacte, le nombre de modes zéro de cet opérateur, la différence plus précisément entre le nombre de modes zéro gauche et de modes zéro droit, donc de chiralité opposée, est égal au saut du nombre de Chern à travers cette interface. Et donc, cette solution explicite est une illustration d'un principe beaucoup plus général qui est lié au théorème de l'index en topologie. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Ça garantit qu'il y a toujours cette correspondance entre le bulk et le bord. Mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de comprendre de manière plus intuitive, beaucoup plus intuitive, la manière dont les charges, qu'est-ce qui en fait conduit le courant dans les folles quantiques. Alors, avant de vous montrer ça, je suis juste sur un petit dessin. Je veux juste vous dire que ces modes de bord sont aussi observés expérimentalement. Dans le contexte des isolants topologiques, ça veut dire que ces isolants ont un bulk isolant, mais ont des surfaces avec des modes conducteurs. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé assez au début du domaine des isolants topologiques. Voilà une expérience de photoémission du groupe de Zaid Hassan à Princeton. Et ce que vous voyez ici, c'est sur un isolant topologique, en l'occurrence tridimensionnel, qui est cet isolant-là. L'expérience qui a été faite ici, c'est une expérience de photoémission résolue en angle. Donc c'est une technique dont on a souvent parlé dans les cours précédents, où on envoie un photon sur le système, on extrait un électron, on mesure l'énergie et le moment de cet électron émis. Et l'astuce ici, dans cette expérience, c'est d'utiliser l'énergie du photon incident, donc de changer l'énergie du photon incident, vous voyez ici de 28 électronvolts à 32 électronvolts, pour aller sonder différentes valeurs de Kz normales à la surface. Alors, pourquoi est-ce que différentes valeurs du photon incident changent Kz? C'est juste les lois de conservation. Et donc, ce qui est observé ici, c'est qu'il y a un signal du bulk qui dépend de Kz, donc ça c'est une bande dispersive du bulk. La photoémission, elle voit la surface de l'échantillon et elle voit quelques couches dans le bulk. Donc ici vous voyez clairement une bande qui disperse en Kz, c'est-à-dire qui va changer de position en énergie quand on change l'énergie de photon. Et puis ici il y a un état très proche de zéro, c'est ce pic-là, qui lui, en revanche, ne change pas quand on change l'énergie de photon. Donc ça doit être un mode de surface qui n'a pas de dispersion en Kz, donc il est confiné à la surface. Donc voilà
Ça a été interprété comme l'évidence expérimentale par photoémission d'existence d'états conducteurs de surface dans cet isolant topologique. Alors, évidemment, historiquement, les états de Bohr, ils n'ont pas été proposés pour les isolants topologiques si tardivement. Ils ont d'abord été proposés dans le contexte de l'effet Hall quantique. Et il y a un célèbre article d'Halperin de 1982 qui relie la physique de la quantification de l'effet Hall entier à l'existence d'états de Bohr. Dans le contexte de l'effet Hall entier, la situation est très simple, en fait. On peut voir ces états de Bohr comme des orbites de Landau dont le mouvement est interrompu par le Bohr. Donc, si maintenant je reviens à l'effet Hall quantique entier, vous vous souvenez, les orbites de Landau, elles sont indexées par la position de l'orbite, le guiding center, si vous voulez. Et donc, très schématiquement, je peux me les représenter comme des objets de ce type. Mais maintenant, si je considère une orbite de Landau au Bohr, elle ne peut pas faire un tour complet, elle subit des réflexions sur le Bohr, ce qui s'appelle en anglais skipping orbits. Je ne sais pas très bien comment traduire ça en français, des orbites interrompues. Et elles subissent une réflexion, et voilà notre mode de Bohr chiral qui va dans cette direction. Puis de l'autre côté de l'échantillon, le champ magnétique étant comme ça, le sens opposé. Et donc, dans l'effet Hall quantique à nu égale 1, il y a exactement un état de Bohr chiral. Et vous voyez que cet état de Bohr chiral, puisqu'il est chiral, il ne peut pas avoir de réflexion. Si par exemple ici il y a une impureté sur laquelle ce mode de Bohr va se cogner, il n'y a pas de rétrodiffusion possible, il n'y a pas de backscattering, parce que sa propagation est seulement autorisée dans une direction. Et si vous considérez un échantillon qui est suffisamment large, il n'y a pas non plus de diffusion possible entre l'état de Bohr de gauche et l'état de Bohr de droite. Donc ça suggère que ces états de Bohr dans l'effet Hall quantique entier sont des conducteurs de Landau R parfaits avec une transmission 1. Et c'est cette transmission 1 qui peut se réinterpréter en disant que sigma xy, la conductivité de Hall, est exactement E carré sur H. Donc ça donne une vision beaucoup plus microscopique de l'effet Hall quantique entier. Au premier cours, on avait donné une caractérisation topologique de l'effet Hall quantique entier, en montrant que la conductance de Hall était liée à une courbure, l'intégration de la courbure de Berry sur le tore avec des conditions au bord périodiques, donc c'est avec des conditions au bord twisté. Donc ça, c'est, faut l'admettre, une vision très belle, mais un peu abstraite. Et là, on a une vision beaucoup plus microscopique de la manière dont le courant passe dans un échantillon de Hall, mais qui relie la topologie, donc le cours 1, avec les états de Bohr à travers cette correspondance bulk edge. J'ai emprunté ce graphe à la fois à un cours de Marc-Oliver Gerbig et de Jean Dalibard donné ici il y a quelques années, qui explique un petit peu plus comment se passe la dissipation dans un échantillon de Hall, où on aurait ici une électrode qui impose un certain voltage, une certaine tension ici, et une autre qui impose une certaine tension ici, avec ce phénomène habituel dont j'ai parlé dans un cours il y a plusieurs années, qui est que la dissipation se fait entièrement au contact. Donc le mouvement ici correspond à une transmission 1, et puis c'est quand on passe de mu1 à mu2, donc quand il y a le saut de voltage dans les ronds rouges ici, que se passe toute la dissipation en fait. Donc ça, c'est avec les mains une description très rapide de la structure des états de Bohr qui roulent dans l'effet Hall quantique entier. Dans l'effet Hall quantique fractionnaire, c'est encore plus intéressant. En fait, parce qu'il y a des interactions, les états de Bohr de l'effet Hall quantique fractionnaire ne sont pas juste des états, en gros, d'électrons libres au Bohr qui se cognent sans arriver à faire du backscattering sur les impuretés. Ce sont des liquides de Luttinger, dont les coefficients du liquide de Luttinger dépendent de la fraction. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi souligné par Xiao Gangwen dans les années 90. Il y a donc toute une physique des états de Bohr dans la physique de l'effet Hall quantique fractionnaire, dont je ne vais pas avoir le temps de parler ici, mais je veux quand même vous montrer un slide dans lequel, dans une géométrie d'effet Hall quantique, ces états de Bohr ont été révélés expérimentalement
Donc ça, c'est un article très récent de 2025 du groupe d'Ali Yazdani à Princeton, où ils utilisent une très jolie géométrie pour révéler ces états de bord par microscopie de type STM. Alors il y a beaucoup d'articles sur ce sujet depuis pas mal d'années. Ça, c'est un des plus récents où ils utilisent en fait une terrasse entre deux. Donc ça, c'est un feuillet de graphène avec une sorte de terrasse comme ça. Et ça permet de créer deux états d'effet quantiques différents. Donc ici, vous voyez, il y a un état d'effet Hall à nu égale 2 et là à nu égale 1. Donc le nombre de Chern saute de 1 et on observe un état de bord qui est ce pic ici. Ici, la différence des deux nombres de Chern est 2 et on observe deux états de bord. Et ici, vous voyez, la différence des nombres de Chern est 4 et on observe 4 états de bord. Donc, c'est une mise en évidence expérimentale. Évidemment, les sondes locales sont des sondes privilégiées pour aller voir ces états. Et c'est une très belle expérience qui montre l'existence de ces états de bord par STM. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire plus sur les états de bord et la correspondance bulk-bord, bulk-edge. Je vais m'arrêter là pour ce qui est des états de bord. Mais ce type de calcul ici, qui regarde les modes zéro d'une équation de Dirac, va en fait nous servir la fois prochaine quand je parlerai de la limite chirale du twisted bilayer graphene, où on a aussi besoin de considérer les modes zéro d'une équation de Dirac, comme vous allez le voir la fois prochaine. Donc ce que je voudrais faire dans la demi-heure qui me reste, c'est vous parler de fonctions de Wannier et des obstructions que la topologie met sur les fonctions de Wannier. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour construire des modèles effectifs, en particulier les matériaux de Moiré, où on a plein de bandes topologiques. Comment est-ce qu'on construit un modèle effectif en respectant ces obstructions? Donc je pense que je devrais avoir le temps de faire ça. Et ça va également me permettre de revenir sur quelque chose dont je vous avais promis de reparler, qui est le lien entre la quantification du nombre de Chern et l'existence d'un monopôle dans l'espace des paramètres. Donc, fonctions de Wannier. Là encore, on pourrait faire 3 cours sur les fonctions de Wannier. C'est un gros sujet, mais je vais essayer de vous en donner un peu l'essentiel. Donc, quelle est l'idée générale de la construction de fonctions de Wannier? L'idée générale, c'est de faire une transformation unitaire. Donc, on considère un Hamiltonien dans un cristal avec un potentiel périodique. On a des ondes de blocs. Bon, ces ondes de blocs, c'est des objets qui ressemblent à des ondes planes avec une modulation périodique de l'amplitude. Si vous allez discuter avec un chimiste et que vous lui montrez des diagrammes de bandes, en général, ça se passe assez mal. Les chimistes, ils veulent comprendre comment les orbitales atomiques se recouvrent entre elles. Donc, les fonctions de Wannier, fondamentalement, enfin physiquement, c'est une manière de transformer la vision du physicien en termes d'ondes de blocs en une vision du chimiste en termes d'orbitales atomiques qui se recouvrent entre elles et qui permettent de construire les ondes de blocs par recouvrement de ces orbitales atomiques. Ce n'est plus tout à fait des orbitales atomiques, puisque les atomes se parlent entre eux par échange d'électrons, mais c'est une manière de construire les ondes de blocs par superposition de fonctions localisées dans l'espace et qu'on va donc pouvoir comprendre intuitivement du point de vue chimique. Et ces deux descriptions sont complètement équivalentes, puisque le passage des fonctions de blocs aux fonctions de Wannier, c'est une transformation unitaire, comme vous allez le voir dans un instant. Donc ça, c'est, disons, la philosophie générale du problème. Alors, pour être un petit peu plus précis, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer une fonction de bloc donnée, psi nk,
Donc K, c'est un vecteur dans la zone de Brillouin bidimensionnelle. N, c'est un indice de bloc. Je vous rappelle que si vous regardez psi nk de R, c'est une onde plane fois une fonction qui a la périodicité, fonction de bloc qui a la périodicité du réseau de Bravais. On a revu tout ça au cours 2. Et l'idée de construire des fonctions de Wannier, c'est en gros de faire une transformée de Fourier. Donc on va considérer une position R dans le réseau de Bravais, position R, pardon, dans la cellule unité. Et on va considérer une fonction de Wannier centrée en R, correspondant à la bande N. Donc là, je considère une seule bande, et je construis une fonction de Wannier associée. Après, on verra comment on généralise ça à un groupe de bandes. Et on va définir cette fonction de Wannier, en gros, comme la transformée de Fourier. Donc là, je définis la transformée de Fourier en limitant l'intégration K sur la zone de Brillouin de exponentielle de moins I K R. Donc R, c'est une position dans l'espace réel. K, c'est mon vecteur d'onde. Psi nk. Et puis, je normalise tout ça en multipliant ça par le volume de la cellule unité du système. Alors, je précise juste ici, ça sera dans les notes plus en détail, que je suis ici les conditions de normalisation qui sont assez standards dans le domaine des fonctions de Wannier. En particulier, c'est celles qui sont utilisées dans le code qui s'appelle Wannier 90, qui implémente ce genre de choses, et dans l'article de revue de Marzari et Vanderbilt, qui sont un peu les pères fondateurs du sujet. J'utilise les normalisations suivantes. Psi nk, psi nk', qui sont un peu différentes de celles que j'avais utilisées ailleurs dans le cours, sont normalisées comme ça, où ça, c'est toujours le volume de la cellule unité, delta nn'. Et ici, je mets la fonction delta dans le continu k moins k'. Donc, j'imagine qu'on n'a pas discrétisé k sur une grille. Et avec ces relations, vous pouvez facilement voir que je peux définir la transformée de Fourier d'une fonction comme la somme sur R de exponentielle IKR f de R. Donc R, c'est les positions atomiques, K, c'est le moment. Et puis la relation réciproque qui est f de R égale VC fois l'intégrale des dk sur 2 puissance d, intégrée cette fois sur la zone de Brillouin uniquement, de exponentielle moins IKR f de K. Et pour faire marcher ces deux relations, vous observerez que le produit, dans n'importe quel réseau de Bravais, le produit de du volume de la cellule unité dans l'espace réel par le volume de la zone de Brillouin est égal à 2 pi puissance d. Donc ça, c'est les conventions que j'utilise ici pour décrire les fonctions de Wannier. Donc vous voyez que cette relation-là, elle est exactement celle d'une transformation unitaire. Imaginez que K soit discrétisé dans ma zone de Brillouin. Ici, c'est somme sur K d'une phase appliquée à psi nk. C'est donc une matrice unitaire appliquée à psi nk pour n fixé pour les différents K. Donc c'est une transformation unitaire sur les fonctions de bloc. Alors vous voyez également que si maintenant je regarde la fonction de Wannier dans l'espace réel, donc je regarde RW, je ne sais jamais quel indice je mets en haut et quel indice je mets en bas, WRN, donc WR, je vais zapper l'indice de bande maintenant parce que je considère une seule bande. Et bien vous voyez facilement que ceci est une fonction de R moins grand R. En effet, quand vous substituez dans cette expression, vous trouvez quelque chose qui est en gros l'intégrale dk sur 2 puissance d de exponentielle moins IKR moins IK, R moins grand R, U K de R. Et cette fonction étant une fonction périodique qui a la périodicité du réseau de Bravais, c'est-à-dire qui satisfait à UK de R plus R égale UK de R, l'ensemble de cette fonction ne dépend que de la coordonnée petit r moins grand R. Comme vous avez fait une transformée de Fourier d'une fonction qui est étalée en K,
la fonction W, elle doit être localisée en R. Et donc, c'est une fonction qui, en gros, va avoir une forme localisée au point R et qui peut avoir n'importe quelle forme. Mais donc, commencer à ressembler à une orbitale localisée autour d'une position dans mon réseau de Bravais. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter maintenant? Oui, donc, la question qu'on va se poser, c'est comment cette fonction décroît. Donc, à quel point est-ce que cette fonction, dont on s'attend à ce qu'elle décroisse à l'infini, comment décroît-elle? Est-ce qu'on peut la localiser en espace d'une manière suffisante pour que sa décroissance soit exponentielle? Alors, fondamentalement, cette relation est une transformée de Fourier. Si vous voulez, vous pouvez même y penser à une dimension. À une dimension, ma zone de Brillouin, juste par illustration, ça va être moins pi sur A, pi sur 1. Je considère, disons, une chaîne avec un potentiel périodique provoqué par des atomes centrés sur les sites de mon réseau de Bravais. Considérons juste une cellule unité, un atome par cellule unité pour simplifier. Donc ça, c'est ma zone de Brillouin. Et ma fonction W, ça va être tout simplement, alors j'ai normalisé ça en mettant A, l'intégrale de moins pi sur 2A, de moins pi sur A plus pi sur 1, de dk sur 2pi, exponentielle ik x moins n A c'est la masse du réseau, les positions atomiques R c'est NA de U de x. Alors, première remarque, vous voyez que UK de x. Donc, première remarque, vous voyez qu'en fait, il n'y a pas une seule fonction de Wannier. Donc, ça, c'est la fonction de Wannier centrée au site n. Mais il y a toute une famille de fonctions de Wannier. Puisque, bien évidemment, UK de x est défini à une phase près. Donc, ici, dans ce cas simple à une dimension, vous pouvez très bien décider de multiplier cette fonction par une phase, et ça vous donne une famille de fonctions de Wannier, autant que de choix de phase. Et d'ailleurs, le choix de cette phase peut être utilisé pour changer la forme de la fonction de Wannier, en particulier son degré de localisation. Et donc, vous voyez tout de suite que il y a une relation qui va apparaître avec la topologie du système, puisque précisément la question de savoir si un isolant est topologique ou pas, c'est de savoir s'il existe un choix de phase unique, lisse et sans singularité, sur l'ensemble de ma zone de Brillouin bidimensionnelle. Donc là, j'ai créé un cas unidimensionnel, mais dans le cas bidimensionnel, la question est de savoir si on va pouvoir choisir une phase sans singularité, un choix de phase de mes fonctions d'onde. Et ça va directement contrôler la manière dont cette fonction de Wannier va décroître à l'infini. Cette observation-là, elle résulte de simples théorèmes sur les transformées de Fourier. Quand est-ce qu'une transformée de Fourier décroît exponentiellement à l'infini, en x? Donc ça, c'est un théorème qui s'appelle le théorème de Paley-Wiener. Et qui dit, en gros, avec les mots d'un physicien, que si vous pouvez étendre la définition de la transformée de Fourier f de k, non plus à l'axe réel des k, comme cette intégration est écrite ici,
mais dans un ruban autour de l'axe réel, prolongé sur l'axe imaginaire, prolongé dans le plan complexe, si vous pouvez faire ça sans rencontrer de singularité de f de k, eh bien la fonction f de x va décroître exponentiellement à l'infini. Et en fait, le taux de décroissance de cette transformée de Fourier, donc maintenant je considère le plan complexe des k, le taux de décroissance de cette transformée de Fourier va être donné par la partie imaginaire de la première singularité que je rencontre dans l'espace des plans complexes de k. Vous voyez que si je substitue ici k égale k1 plus ik2, c'est k2 qui va déterminer la décroissance à l'infini de la fonction de la transformée de Fourier. Donc vous voyez tout de suite quel va être le problème dans le cas où il n'existe pas de choix de jauge lisse pour la phase de UK de R. C'est qu'en fait, ce prolongement analytique dans l'espace complexe des cas ne va pas être possible. Il y a des singularités qui vont être des vortex de phase dans ma zone de Brillouin, quels que soient les choix que je fais, les choix de jauge que je fais pour définir ma fonction UK de R. Et donc, la décroissance exponentielle des fonctions de Wannier ne va être possible que dans le cas des isolants triviaux et pas dans le cas des isolants topologiques, d'une bande topologique. Donc, ça me donne l'occasion de vous reparler un tout petit peu de ces questions de choix de phase. Je vais essayer de faire ça un peu vite parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Mais je voudrais vous rappeler et continuer en fait à expliquer un petit peu ces questions de choix de phase en reprenant l'exemple d'un Hamiltonien à deux bandes. Donc vous vous souvenez qu'on avait discuté en liaison avec le modèle de Haldane et ce genre de problème-là, un Hamiltonien H de K qui était une matrice de 2, donc un Hamiltonien à deux bandes, qu'on avait décomposé sous la forme d'un vecteur D qui dépend de K fois les matrices de Pauli. Et on avait également regardé le vecteur normé D sur norme de D, qu'on avait conçu comme un vecteur sur la sphère de Bloch. La nature topologique au nom du système étant liée à la question de savoir si le vecteur n recouvre complètement la sphère de Bloch en incluant pôle sud et pôle nord, ou bien ne couvrait qu'une partie de la sphère de Bloch. On avait paramétrisé ce vecteur nk par les coordonnées sphériques θk, φk habituelles. Alors, pour cet Hamiltonien de 2, on avait vu qu'on pouvait écrire une expression explicite de la fonction d'onde U- de k associée à la bande du bas, et qu'une expression explicite possible, c'était sinus θk sur 2 exponentielle moins i phi k 1, 0. Donc ça, c'est le pôle nord. Moins cosinus θk sur 2, 0, 1, ça c'est le pôle sud. J'ai ma sphère de Bloch, l'équateur, le pôle nord, le pôle sud, et puis l'angle θk ici, et dans le plan ici, l'angle phi, alors je ne suis pas très bon en dessin, l'angle phi ici. Alors bien entendu, l'angle phi, il est bien défini partout, sauf quand θ vaut 0 ou pi, qui correspond au pôle nord ou au pôle sud, où à ce moment-là, l'angle phi n'est plus bien défini. Donc, regardez cette expression, et vous voyez que si je fais θ égale 0, c'est-à-dire si je suis au pôle nord, ce terme disparaît, et à ce moment-là, cette fonction d'onde est parfaitement définie au pôle nord. Donc c'est la jauge, c'est une jauge, appelons-la la jauge 1, on peut aussi l'appeler la jauge nord, qui consiste à avoir une fonction d'onde qui est bien définie au pôle nord, mais en revanche, si je regarde cette fonction d'onde ailleurs, au pôle sud, elle ne va pas être bien définie. Et je peux en construire une autre,
qui est, disons, la jauge sud, la jauge 2, qui va être définie de la manière suivante, sinus θ sur 2. Donc je multiplie tout simplement cette fonction par exponentielle phi k. Donc j'obtiens sinus θ sur 2, 1, 0, moins cosinus θ sur 2, exponentielle i phi 0, 1. Et donc vous voyez maintenant que cette fonction d'onde, si je la regarde au pôle sud, ce terme est nul, et donc elle est parfaitement bien définie. En revanche, au pôle nord, θ égale 0, la phase phi intervient aussi, elle est mal définie au pôle nord, donc cette jauge correspond à une jauge singulière au pôle nord. Je peux considérer les phases de Berry dans les deux jauges. Donc c'est facile de calculer la connexion de Berry dans les deux jauges. Donc si on regarde la connexion de Berry I, U, DU, vous pouvez facilement vérifier que dans la jauge 1, Aθ vaut 0 et A phi vaut sinus carré θ sur 2. Et dans la jauge 2, Aθ vaut toujours 0 et A phi vaut moins cosinus carré θ sur 2. Autrement dit, A phi dans la jauge 1 moins A phi dans la jauge 2, qui vaut 1, que je peux écrire comme la dérivée par rapport à phi de phi. Ce qui veut dire que ces deux jauges sont reliées par une transformation de jauge. C'est donc deux jauges équivalentes, mais dont les singularités sont différentes. Une autre manière de dire les choses, c'est que je regarde maintenant la circulation de ces deux connexions de Berry sur un contour fermé correspondant à un θ fixé. Je prends un contour fermé qui correspond au parallèle ici de θ fixé. Ben, le flux, la phase de Berry correspondante va être 2π sinus carré θ sur 2 dans la jauge 1 et moins 2π cosinus carré θ sur 2 dans la jauge 2, ce qui veut dire que φ1 moins φ2 vaut 2π, autrement dit, elle diffère d'un facteur 2π, et ces deux jauges décrivent la même physique. Quand j'avais parlé de l'isolant de Holden, ou d'un isolant de Chern d'une manière générale, j'avais posé la question suivante. Comment c'est possible que quand on calcule l'intégrale de la courbure de Berry, qu'on peut voir comme un champ magnétique, dkx, dky étant la normale orientée sur ma surface, donc sur le tore de Brillouin, comment est-ce que c'est possible que ce nombre soit non nul, puisque ceci est un champ magnétique et la divergence d'un champ magnétique doit être nulle? Et donc la réponse à cette question, c'est qu'en fait, ce champ magnétique, c'est le champ d'un monopôle magnétique dans l'espace des paramètres. Et pour faire ça, vous pouvez tout simplement calculer la connexion de Berry. Alors cette fois, on peut la regarder en coordonnées cartésiennes, par exemple. Si vous regardez la connexion de Berry, je vais l'appeler A tilde. C'est un vecteur, hein, bien sûr, en coordonnées cartésiennes, en prenant cette fois les dérivées par rapport au vecteur D lui-même dans l'espace des paramètres. Donc gradient en coordonnées cartésiennes, ça va me donner I, U. La composante sur Eθ va être 1 sur le module du vecteur D sur dθ. La composante sur Eφ va être 1 sur D fois le module, sur sinus θ fois le module du vecteur fois D sur dφ, U. Et quand vous calculez ça, vous voyez que cette connexion de Berry en coordonnées cartésiennes, en considérant D comme les paramètres, dans la jauge 1, c'est 1 moins cosinus θ sur 2D sinus θ, Eφ.
Et dans la jauge 2, c'est moins 1 plus cosinus θ sur 2d sinus θ e phi. Si vous calculez la courbure de Berry f, qui va donc être le rotationnel appliqué à ce champ de jauge A tilde, vous trouvez tout simplement que c'est 1 sur 2 d carré ER. Et donc vous voyez que c'est un champ magnétique radial qui est lié à forcément l'existence d'un monopôle magnétique qui est situé à l'origine des coordonnées dans l'espace des paramètres, c'est-à-dire à d égale 0 dans l'espace des paramètres. Ce monopôle magnétique a une charge magnétique quantifiée qui est donnée par le nombre de Chern. Et comme l'a montré Dirac il y a très longtemps, on ne peut pas décrire un monopôle magnétique par un potentiel vecteur unique, puisque la divergence d'un champ magnétique est nulle, B est rotationnel de A. Et donc le flux d'un champ magnétique provenant d'un potentiel vecteur non singulier doit être nul à travers toute surface fermée. C'est donc qu'il doit y avoir pas de potentiel vecteur non singulier qui décrit ce monopôle magnétique, mais en revanche, il est possible de décrire ce monopôle magnétique en choisissant deux jauges différentes sur deux portions de la sphère, ce qui est exactement ce qui est fait ici. Alors donc, dans les termes de Dirac, pour décrire le monopôle magnétique, on a un monopôle magnétique au centre de la sphère des paramètres, et on peut choisir de mettre la singularité sur une demi-droite qui perce la sphère, par exemple, au pôle nord ou au pôle sud, ce qui correspond à ces deux choix de jauge ici. Tout ça pour finir ce que j'avais promis de finir une fois au cours 3, je crois, qui était de comprendre l'existence d'un nombre de Chern et le fait que cette intégrale puisse être non nulle, comme l'existence d'un monopôle dans l'espace des paramètres, et aussi vous faire sentir que pour un isolant topologique, il n'y a pas de choix de jauge unique et lisse sur l'ensemble de la zone de Brillouin, et donc que la transformée de Fourier qui nous permet de définir les fonctions de Wannier ne va pas satisfaire au théorème de Palais-Wiener et donc ne va pas pouvoir décroître exponentiellement. Donc si je cherche à construire dans le modèle de Haldane une fonction de Wannier, donc j'ai disons mes deux bandes séparées par un gap, si je cherche à isoler cette bande qui est un nombre de Chern moins 1 et à construire une fonction de Wannier pour cette bande unique, je peux le faire, mais la phase va avoir une singularité de phase quelque part dans la zone de Brillouin qui sera impossible d'enlever par transformation de jauge, et en conséquence, la fonction de Wannier qu'on va construire ici va être une fonction de Wannier qui existe, mais qui ne décroît pas exponentiellement, qui décroît en fait, on peut montrer comme 1 sur R carré. Donc en loi de puissance, lentement. Alors, on peut faire ça, mais ça conduit à des modèles effectifs qui vont avoir des interactions à longue portée, qui vont être plus compliquées à étudier. Et ce qu'on veut pouvoir plutôt faire, c'est construire des fonctions de Wannier en considérant simultanément les deux bandes, pour lesquelles le nombre de Chern total est 0, et avec une transformation unitaire qui va mélanger les deux bandes, ce qui va nous permettre, dans certains cas, mais pas dans tous les cas, de retrouver des fonctions de Wannier exponentiellement localisées. Pour finir et que les choses soient encore un petit peu plus concrètes, je vous rappelle que ça, c'est la structure de phase dans ce problème de Haldane sur réseau carré, par exemple. Donc ça, c'est la structure de phase φk. Et donc vous voyez que ici, donc ça c'est le cas où on regarde juste le vecteur dx et dy qui me définissent la structure de phase φk. Vous voyez qu'ici il y a un vortex à ce point, un antivortex à ce point. Quand vous ouvrez le gap, grâce à T2, vous pouvez bouger ces singularités de phase dans la zone de Brillouin par changement de jauge, mais vous ne pouvez jamais vous en débarrasser complètement. Voilà par exemple, on avait vu déjà ces graphes. C'est une carte du signe, enfin, même de la valeur de dz, dans la phase triviale, dans la phase topologique. Vous voyez qu'ici,
des z changent de signe sur les points rouges, sur les cercles rouges. Ça veut dire que quand vous regardez le vecteur n sur la sphère de bloc, il passe par le pôle sud et par le pôle nord dans l'isolant topologique. Bon, alors, je vais prendre 5 minutes de plus quand même pour finir. Comment est-ce qu'on fait quand on va construire des fonctions de Wannier pour un groupe de bandes? Donc ça, c'est une procédure qui a été beaucoup développée par Marzari et Vanderbilt et implémentée dans plusieurs codes, mais le plus standard est le code qui s'appelle Wannier 90, qui est le code de référence pour la construction de fonctions de Wannier dans les solides. Et l'idée, c'est de généraliser tout simplement cette transformation unitaire à un groupe de bandes en mélangeant entre elles les bandes. Donc supposons maintenant que je considère un groupe de bandes. Mais évidemment, ça pose le problème de savoir si je peux isoler un groupe de bandes dans mes ondes de bloc qui soit suffisamment séparé des autres. Donc il y a en général au bord de la fenêtre d'énergie que vous considérez des recouvrements de bandes, et il faut appliquer des procédures pour séparer ces bandes les unes des autres. On ne va pas entrer dans ces problèmes, ça s'appelle disentangling. Je vais considérer que je peux isoler un groupe de bandes dans mon système. Et du coup, on généralise la procédure de construction de Wannier de la manière suivante. Donc ça, c'est ma fonction de Wannier centrée sur le site R pour la bande N. C'est toujours une transformée de Fourier. Mais maintenant, en plus de cette transformation, on applique une autre transformation unitaire qui mélange les bandes entre elles. Donc, UNM, c'est une matrice unitaire qui dépend du point K considéré. Et l'idée qu'on peut mettre en place, c'est d'utiliser ce degré de liberté pour rendre les fonctions de Wannier les plus localisées possibles dans l'espace réel. C'est une généralisation à plusieurs dimensions et à plusieurs bandes de l'idée de cône qu'on peut utiliser la phase pour localiser φK, pour localiser les fonctions dans l'espace réel. Donc, on peut évidemment faire ça avec différents critères. Le critère qui a été introduit par Marzari et Vanderbilt, c'est de minimiser une fonctionnelle de cette matrice unitaire U, qui est tout simplement la somme sur toutes les bandes dans mon groupe de bandes de la variance des fonctions d'onde. Donc ça, c'est le vecteur R. Donc ça, c'est une fonctionnelle définie par une somme de nombres positifs. On peut chercher à la minimiser. Et on peut établir en fait le résultat suivant, c'est qu'il est possible de construire une condition nécessaire pour construire des fonctions de Wannier exponentielles pour un groupe de bandes données. C'est que le nombre de Chern total, qui est donc la somme sur les bandes de mon groupe du nombre de Chern Cn, soit nul. Donc si vous voulez construire une représentation de Wannier avec des fonctions de Wannier exponentiellement localisées d'un problème de moiré, où typiquement on va avoir pas mal de bandes topologiques, il faut que vous isoliez un nombre de bandes qui soit tel que quand vous sommez les nombres de Chern de ces différents bandes, vous trouviez 0. Mais malheureusement, cette condition n'est pas une condition suffisante. Donc ça, c'est différent de la situation d'une seule bande. Ce n'est pas une condition suffisante. Et il existe des situations où le nombre de Chern total est nul.
et où néanmoins il est impossible de construire des représentations exponentiellement localisées. Ça devient possible uniquement si on ajoute à ce nombre, à ce groupe de bandes, quelques autres bandes de nombre de Chern nuls. Donc il faut élargir le groupe de bandes en ajoutant des bandes de nombre de Chern nuls. C'est une situation qu'on appelle, qui a été introduite et discutée par Vishwanath et collaborateurs, qu'on appelle topologie fragile, où il est possible de briser l'exclusion, les contraintes topologiques sur la localisation des fonctions de Wannier en ajoutant des bandes triviales, triviales au sens topologique du terme. Donc on verra au cours prochain que cette question est importante pour le graphène en bicouche twisté. Mais pour finir ce cours, je voudrais juste vous donner, je vous ai vous raconter plus de choses sur les fonctions de Wannier, peut-être je continuerai la fois prochaine, tout petit peu. Je voulais juste vous donner 2 exemples concrets pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un exemple de construction de fonctions de Wannier dans un matériau qui n'a rien à voir avec la topologie, qui est juste un oxyde de métaux de transition. Donc c'est des techniques qu'on utilise très souvent pour construire des Hamiltoniens effectifs de basse énergie pour un matériau donné et ensuite leur appliquer des méthodes qui permettent de traiter les effets à N-corps à partir d'un Hamiltonien ayant une représentation dans l'espace réel suffisamment localisée. Donc ça c'est un oxyde de métal de transition où les orbitales proches de la surface de Fermi sont 3 orbitales D, dxy, dxz, dyz, dans le langage du chimiste. Et ça, c'est les fonctions de Wannier qui sont construites en considérant, c'est les bandes du système, ici, donc c'est les dispersions des ondes de bloc, selon un certain trajet dans la zone de Brillouin. Et vous voyez ici, il y a le niveau de Fermi ici, vous voyez ici, il y a 3 bandes proches du niveau de Fermi qui sont essentiellement des recouvrements entre les orbitales des xy, des xz et des yz et les orbitales d'oxygène voisines. Donc si j'isole ce groupe de 3 bandes, qui est relativement isolé du reste, et que j'applique cette procédure, qu'on ajuste U pour maximiser la localisation des fonctions de Wannier ou minimiser cette fonctionnelle, on trouve les fonctions de Wannier qui sont ici. Et vous voyez que ces fonctions de Wannier, elles ressemblent aux orbitales atomiques D de mon métal de transition, avec évidemment ici aussi une amplitude sur les oxygènes voisins, mais qui est construite de manière à avoir la même symétrie qu'une orbitale dxy. Donc, une fois que vous avez ça, vous savez que votre onde de bloc, c'est une superposition de ces objets-là, superposition linéaire de cet objet-là, et vous pouvez vous mettre à parler aux chimistes. Vous pouvez faire un choix de groupe de bandes beaucoup plus large. Donc ici, j'ai représenté ce qui se passe quand on prend une fenêtre d'énergie beaucoup plus grande, en incluant aussi ces bandes d'énergie qui ont un caractère d'oxygène dominant, et aussi ces bandes d'énergie qui ont un caractère dx2, x2-y2 et dz2-r2 dominant, on appelle le multiplet EG d'une orbitale D. Et vous voyez que maintenant, on obtient des fonctions de Wannier qui ont toujours cette tête. Maintenant, ça, c'est l'orbitale Z2-R2, avec une amplitude sur les oxygènes qui est beaucoup plus petite, parce qu'on a considéré une fenêtre d'énergie beaucoup plus grande et on a pu localiser les fonctions de Wannier mieux. Donc ça, c'est un article dans notre groupe de recherche. Je vois Léonide qui est là, qui est un des co-auteurs, qui illustre, je pense, la manière dont on peut se servir de ces fonctions de Wannier pour construire des modèles. Et finalement, pour connecter au matériau moiré, sur ce slide, je vous ai mis un exemple de construction de fonctions de Wannier pour tungstène disélénide twisté. Donc, ce système, c'est un système dans lequel on a 2 réseaux hexagonaux twistés et on obtient au final des sites de moiré qui sont de 3 types différents. Et dans cet article, on a construit des fonctions de Wannier en considérant un nombre de bandes, un groupe de bandes dont le nombre de Chern total était 0. Et
les fonctions de Wannier qu'on obtient sont des fonctions de Wannier qui sont localisées. Donc ça, c'est une image de la densité psi carré, W carré de ces fonctions de Wannier dans l'espace réel, sur le feuillet du bas et le feuillet de haut de ma bicouche twistée. Et vous voyez que ces fonctions de Wannier sont centrées sur les sites T, sur les sites H1 et sur les sites H2 de ma cellule, de mon réseau de moirés, ce qui permet de construire des modèles effectifs pour tungstène des sélénites twistés qui respectent les obstructions topologiques. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je dirai peut-être encore quelques mots sur ce sujet la prochaine fois, mais la prochaine fois, je vous parlerai surtout de graphène twisté, de construction de modèles effectifs et de quelques effets d'interaction dans le graphène twisté. On reprend à 11h30 avec le séminaire de Rebecca Ribeiro.